La France ne s'en sort pas, nouvelle crise politique provoquée par notre Premier ministre François Bayrou qui se soumet le 8 septembre à un vote de confiance et qui, en cas d'insatisfaction, devra remettre sa démission au président de la République. Emmanuel Macron également fragilisé et les marchés qui ont bien mal répondu en début de semaine en sanctionnant notamment les valeurs bancaires, mais pas que. Est-ce que ces baisses sont des opportunités d'investissement ou au contraire, est-ce que il faut vendre sur rebond avant la chute majeure des marchés français? C'est toute la question à laquelle nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine « Bayrou m'a tué ». Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu, bien sûr, de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif. Pour me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, vous avez tout qui s'affiche sur cet écran. Vous pouvez me retrouver, bien sûr, sur Insta, sur TikTok et évidemment sur Twitter, mais également sur le groupe Facebook, le podcast de la bourse. Et bien entendu, pensez à activer la clochette, la petite clochette, afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo sur YouTube. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en matière d'accompagnement et de formation, vous avez plusieurs possibilités. D'abord, un espace membre qui est absolument gratuit et disponible pour vous sur le site du podcast de la bourse.fr avec, vous voyez, 6 modules différents qui sont enrichis au fur et à mesure du temps, donc une sorte de formation continue quelque part. Vous voyez, il y a différents modules là, par exemple pour la partie bourse qui est quand même la partie essentielle, sur l'espace membre. Et bien sûr, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous avons nos programmes prestigieux MTT Trading Premium qui est là, c'est le programme historique qui est là depuis 5 ans. Et puis plus récemment, début d'année, nous avons la version découverte pour ceux qui veulent démarrer ou qui veulent simplement une veille sur les marchés. Ça permet, voilà, d'avoir un audio tous les soirs de marché, d'avoir 1 ou 2 vidéos le week-end et évidemment quelques plans pour les investisseurs long terme. Donc vous avez tout, bien sûr, accessible sur le site du podcast de la bourse.fr. Je remercie chaleureusement mes partenaires qui m'accompagnent depuis bien longtemps déjà: Trade Republic, Urrutia, ProRealTime, Bitvavo et Aucoffre.com, qui est plus récent en revanche, Aucoffre.com, qui m'accompagne dans la création de ces contenus 100% gratuits. Donc merci à eux et puisque j'en suis au remerciement, bien évidemment, merci à vous parce que vous êtes bien sûr toujours présents, toujours une pensée très particulière, plus particulière pour les plus anciens, et notamment celles et ceux qui depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour certains, font et laissent des commentaires chaque semaine sur, bien sûr, la zone de commentaires sous la vidéo, mais aussi sur les différents réseaux sociaux. Une grande pensée, ils se reconnaîtront, bien sûr, une grande pensée pour eux, chaleureusement, merci, et puis évidemment, ça permet de garder cette motivation et de revenir tous les vendredis quand les marchés montent, mais quand les marchés baissent, et on l'a vu cette semaine. Et d'ailleurs, sans plus attendre, on a un programme très chargé, puisque on parlera bien sûr du CAC, du CAC Small, on aura toute la partie, alors c'est une partie qui se veut évidemment politique, même si on prend pas parti, mais évidemment on est obligé d'expliquer la situation. Pour comprendre un petit peu les enjeux et les impacts qu'il peut y avoir sur le marché dans les semaines à venir. Et puis on parlera bien entendu du CAC et du CAC Small, on parlera ensuite des actions, il y en a beaucoup, une 50aine cette semaine, donc j'en rajoute, c'est vrai, au fur et à mesure, mais vos demandes sont tellement nombreuses, donc je les prends pas toutes, évidemment je peux pas, sinon il y aurait une vidéo de 4 heures, mais j'essaye d'en rajouter, et du coup on fera des vidéos thématiques aussi à partir du mois de septembre. On parlera bien sûr des bancaires qui ont été fortement impactés cette semaine, Société Générale, on a également bien entendu Crédit Agricole et BNP Paribas, on parlera de Air Liquide, on parlera du luxe qui a en revanche très très bien tenu cette semaine, même si ce matin ça a l'air de se replier un petit peu plus, mais Hermès, Kering, LVMH ont très bien tenu, Christian Dior également, ST Microélectronique, on avait parlé
d'un plan qui s'est plutôt jusque-là bien déroulé. Nokia également à suivre, on parlera de Renault, de TF1 qui a une config intéressante, Vetoquinol à suivre, Abionics qui a fait une belle configuration que l'on connaît bien, AB InBev, on parlera de JC2Co, on parlera encore une fois de SMCP qui se replie un petit peu, Ahold également, on ira en Allemagne avec, on m'a proposé Merck, on m'a proposé Atos et TUI que je connaissais pas. On reviendra ensuite sur le marché français avec des valeurs qui ont également souffert, notamment FH, Vinci, Nexity et SPI, Capital B, l'ancien blockchain groupe. Qui également se surveille. On parlera de JDE Pit, magnifique. Donc on vous avait proposé un achat il y a une quinzaine de jours. On a eu une OPA dessus. Rémi Cointreau et Pernod Ricard qui ont fait quand même une belle semaine, même si c'est des mèches hautes. Interparfum qui elle a du mal. Essilor, Luxottica, on parlera de Barco qui a une config intéressante. Ensuite on partira aux États-Unis. On aura du Intel qui est pas un graphique forcément facile, mais qui se regarde. Nike qui s'est bien reprise. Novo Nordisk pour le suivi. Palantir, Baidu et Alibaba et PDD en Chine. Bien sûr qu'on a des configs toujours très intéressants. La Chine qui s'est beaucoup repris. Hein. On a beaucoup parlé de la Chine ces derniers mois, je dirais même ces dernières années. On fera un point sur Nvidia qui a publié hier. Et ensuite, bien sûr, alors j'ai 7 titres à suivre, donc il y a du spéculatif, mais pas que. Et puis bien sûr, on parlera, donc restez bien jusqu'à la fin pour voir ces 7 titres, et on parlera bien sûr, je vous présenterai bien sûr le screener Trend Following. Voilà les amis, comme d'habitude, encore une fois, merci beaucoup pour les commentaires que vous laissez sous la vidéo, merci beaucoup pour les likes, les partages, etc. qui aident bien sûr la chaîne à continuer de progresser, et moi qui me permet bien sûr de continuer à eh bien, vous proposer des contenus 100% gratuits. Tout ça, c'est grâce à vous. Allez, on attaque avec, eh bien, bien entendu, le résumé de la semaine. Résumé de la semaine avec, hop, j'en profite pour activer ma webcam, me voici, me voilà. Donc, résumé de la semaine avec, tout d'abord, comme d'habitude, la saisonnalité qui, pour le moment, en tout cas pour le CAC 40, pour le marché américain c'est moins vrai, mais pour le CAC 40 pour le moment répond plutôt pas mal, donc on rentre effectivement dans une zone plus ou moins entre guillemets de turbulence, puisque on le sait historiquement depuis 1928 en tout cas, eh bien le mois de septembre est un mois un petit peu plus complexe, le mois d'octobre a une première partie, on va dire, un petit peu plus complexe, et une seconde, beaucoup mieux. Le point positif que j'ai à vous donner sur ce constat-là, c'est que, généralement, à partir de mi-octobre, eh bien, les marchés ont tendance statistiquement à être un petit peu plus favorables. Donc c'est vrai bien sûr pour le S&P, c'est vrai pour le Nasdaq également. Voilà, lorsqu'on a la courbe de saisonnalité, voilà, attention quand même sur le S&P 500 puisqu'on va arriver petit à petit dans une période certainement encore peut-être plus volatile. Lorsqu'on regarde le Dow, c'est exactement pareil, le Dow Jones, voilà, on a jusqu'à début septembre, hein, on le voit, ça tombe à peu près le 8 septembre d'ailleurs, en point de saisonnalité, on voit que après ça devient un petit peu plus difficile, donc une des plus mauvaises périodes de l'année, généralement, elle se fait là, sur, on va dire, les 3/4 du mois de septembre. Est-ce que cette année sera différente? Peut-être, il faudra de toute façon, comme d'habitude, donner la priorité au graphique et au flux, mais on ne peut pas ignorer ça, et je trouve que ça a toujours de l'importance de le regarder. C'est vrai donc pour le Dow Jones, c'est vrai pour le Nasdaq également, un petit peu moins vrai quand même pour le Nasdaq, même si on a quand même, on le voit un petit peu plus tard sur le mois de septembre, un petit peu plus de difficultés. Le DAX, l'indice allemand, lui, c'est la même chose, même si lui, voilà, c'est plutôt sur, bon, je dis un petit peu pareil, hein, à partir de mi-septembre, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis notre CACU, notre cher CAC 40, lui, commence à avoir des difficultés fin août, d'ailleurs on l'a vu, commence à avoir des difficultés fin août, et ces difficultés-là, à partir de début septembre, on va dire à peu près à partir du 10, hein, comme ça, à la volée. Là, par contre, les difficultés sont plus importantes. Le point positif également, toujours à retenir, hein, parce que quand les marchés vont baisser, évidemment, s'ils baissent, évidemment, tout le monde va parler au crash, tout le monde va parler des 6000 points, etc., etc., etc. Mais n'oublions pas quand même que, eh bien, a priori, la saisonnalité nous indique que à partir de début octobre, derrière,
on a potentiellement historiquement, statistiquement, bien sûr, j'insiste à chaque fois, mais il faut le répéter, parce que il y en a qui font l'effort de ne pas comprendre. Mais globalement, l'idée, c'est que statistiquement, à partir de début octobre, on a un marché qui est bien plus clément. Voilà. Voilà ce que l'on voulait dire. Évidemment, les marchés vont être impactés. On va revenir petit à petit à un petit peu plus de publications, puisque ce mois de septembre-là, sur la première quinzaine, est assez tranquille, quoique un petit peu plus nerveux quand même en termes de nombre de publications. Là, on est sur les publications France, Belgique et Pays-Bas additionnés. Mais en revanche, voilà, à partir de fin septembre, les choses vont commencer à s'agiter et donc on risque, bien entendu, là aussi, d'avoir un petit peu plus de volatilité sur les marchés. Donc il faut également s'y attendre. Au niveau des États-Unis, il y a eu toujours cette semaine pas mal de publications, mais beaucoup moins évidemment que ce qu'on a eu, comment dirais-je, ces dernières semaines. À noter bien sûr la publication de Dell et surtout à noter, vous l'avez noté vous-même. Donc, vous avez dit la semaine dernière que c'était plus tard, mais j'avais pas la date en tête. Je m'en excuse, mais Nvidia c'était bel et bien cette semaine. Je croyais que c'était plus la semaine d'après. Donc c'est bel et bien cette semaine et effectivement bon il y a eu des résultats qui ont été effectivement très bons, très bons. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est très solide. Maintenant, ce qu'on peut noter quand même, c'est qu'ils ont été très bons, mais moins spectaculaires que par le passé. Voilà, c'est le seul petit bémol que l'on peut dire, mais à part ça, il n'y a rien à dire, hein, c'est très solide. De toute façon, il y a beaucoup d'infographies là-dessus, hein, qui montrent parfois avec humour que c'est Nvidia un petit peu qui tient beaucoup le marché américain. C'est vrai, hein, il n'y a qu'à voir la capitalisation dans le S&P 500 pour comprendre que Nvidia a une part très importante. Donc j'ai envie de dire, tant que Nvidia va, tout va, et finalement, c'est à se demander s'il vaut mieux pas regarder le graphique de Nvidia que le graphique du S&P 500 ou du Nasdaq pour voir un petit peu comment vont les marchés et les indices américains. Donc voilà un petit peu bon le contexte dans lequel on évolue, un contexte qui pour le moment, alors tiens c'est marrant, ça fait une semaine qu'on n'a pas entendu Donald Trump. Donc on se disait que enfin Donald Trump nous laisse un petit peu tranquille puisqu'il a été très agité évidemment ces dernières semaines, ces derniers mois. Là il est beaucoup plus calme, statu quo pour le moment pour la guerre en Ukraine, ça va revenir de toute façon sur le tapis, hein. Ça m'étonnerait que Trump laisse bien longtemps avant de remuer tout ça, nous verrons. Ça peut apporter aussi de la volatilité. Pour le moment, statu quo, la guerre continue. Jusqu'à quand, je l'espère, j'espère qu'elle s'arrêtera bien évidemment le plus tôt possible. J'étais surpris d'ailleurs la semaine dernière, certains qui, c'est la première fois qu'on me dit ça, certains qui me reprochaient de ne pas prendre parti. Ça c'est marrant ça. En général on nous reproche de prendre parti, mais alors me reprocher de pas prendre parti, ça là on me l'avait jamais fait. Donc bon voilà, peu importe. Mais comme je le dis souvent, dans ces vidéos là, on n'attend pas de moi que je prenne parti. On attend, je pense, de moi que j'ai des analyses à peu près objectives, en tout cas des analyses de faits. Et surtout, l'intérêt, pour ça qu'on fait de l'analyse de faits, c'est surtout d'imaginer les scénarios probabilistes et les conséquences que ces scénarios-là peuvent avoir sur les marchés. Et évidemment, la guerre en Ukraine peut avoir des conséquences importantes sur les marchés, et évidemment cette semaine, on va être obligé de parler de politique, pas faire de la politique, c'est toute la nuance, hein. Il y a une grande différence entre parler de politique et faire de la politique. Moi je ne fais pas de politique, je parle de politique, car, vous l'avez vu cette semaine, si vous avez quelques valeurs dans votre portefeuille française, évidemment, il y a eu de l'impact, et l'impact a été provoqué par, François Bayrou, notre Premier ministre, qui provoque, évidemment, une crise politique dans notre pays, puisque il a annoncé, contre toute attente, alors là, ça pour le coup, je ne l'avais pas vu venir parmi les scénarios, parmi les signes, entre guillemets, noirs, même si, bon, pour le moment, c'est pas encore un signe noir, mais en tout cas, parmi les potentiels signaux défavorables, celui-là, pour le coup, je ne l'avais pas vu venir, et François Bayrou, donc, le 8 septembre, va jouer sa survie lors d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Ce vote sera déterminant pour son programme budgétaire, incluant des mesures d'austérité. Bon, d'austérité c'est un peu fort peut-être, destiné à réduire un déficit public en forte dérive. Donc en fait, je me suis fait, là c'est pareil, toujours pareil sur difficile,
Moi j'ai trouvé, c'est ce que je disais, parce que j'utilisais le mot courageux en parlant de François Bayrou. Parce que moi je trouvais que, de toute façon, moi quand même, politique, d'une manière ou d'une autre, se soumet au vote, alors qu'il n'en est pas obligé, je trouve toujours que c'est courageux. Voilà, alors attention, hein, courageux, c'est pas un soldat hein, qui va à la guerre, hein, c'est pas cette notion-là de courage, on est bien d'accord. Mais je trouve toujours que c'est respectable qu'un homme politique, que ce soit Bayrou, que ce soit n'importe qui n'est pas dans l'obligation de se soumettre à un vote, le fasse. Alors évidemment, on comprend bien derrière ça l'idée de François Bayrou, l'idée elle est assez simple, il sait que le 10 septembre, le 8 septembre il n'est pas choisi par hasard, hein, il sait très bien que le 10 septembre, des grèves monstrueuses sont annoncées dans le pays, il n'a pas envie d'affronter ça sans avoir la confiance de l'Assemblée nationale, et il estime que s'il n'a pas cette force-là, c'est-à-dire la confiance de l'Assemblée nationale, il ne sera pas en capacité d'affronter ça, et donc c'est la raison pour laquelle il se soumet 2 jours plus tôt à un vote de confiance. C'est logique, jusque-là c'est logique, d'ailleurs son constat sur la situation actuelle du pays, il est bon, voilà, hein, c'est pour le coup un des hommes politiques qui a toujours souhaité combattre la dette de notre pays il y a déjà bien des années, donc c'est toujours la même chose, il faut quand même si on n'aime pas François Bayrou, et vous avez le droit, et certains ont le droit de ne pas l'aimer, il faut toujours essayer d'être objectif. Pour le coup, moi je trouve que, 1, se soumettre à un vote de confiance, c'est courageux, entre guillemets. 2, son constat sur la situation actuelle du pays, pour moi, il est lucide. Voilà. Après, la déception, pour moi, c'est sur les mesures qui sont pas, pour moi, adaptées. C'est pour ça, d'ailleurs, pour moi, il n'obtiendra pas le vote de confiance. Parce que, pour moi, il y avait bien d'autres choses à faire que des jours fériés, etc., etc. Il y avait bien d'autres mesures, notamment réduire les dépenses de l'État, etc., voilà, où il s'est quasiment pas attaqué à ça. Donc, voilà, il s'attaque plus aux travailleurs, hein, donc en supprimant 2 jours fériés qui vont être travaillés gratuitement, en augmentant les impôts, parce que lorsqu'on gèle le barème de l'impôt sur le revenu pendant 2 ans, vos salaires augmentant avec l'inflation, au moins avec l'inflation, vont forcément attaquer des tranches supérieures, ce qui veut dire qu'il y a des ménages qui ne payaient pas d'impôts qui vont en payer, et il y a des ménages qui payaient des impôts sur certaines tranches, ils vont avoir une tranche supérieure. Donc, en fait, si vous voulez, moi, ce qui me dérange, en fait, par rapport à François Bayrou, c'est que pour moi, son constat est parfait. Il avait d'ailleurs même un boulevard. Je suis persuadé qu'il y a des opportunités fantastiques, et il y aura des opportunités fantastiques pour l'homme politique qui aura le courage de présenter des mesures fortes, avec des réductions de dépenses fortes, contrairement à ce que c'était il y a peut-être 1 an, ou même peut-être 6 mois, parce qu'aujourd'hui, les Français... tout le monde a conscience qu'il y a quelque chose qui va pas, et donc il faut faire quelque chose. Simplement, quelque part, les Français, je trouve, hein, dans ce que je ressens, ont de l'avance sur les politiques qui sont encore, si vous voulez, 10 ans en arrière, en se disant, bon, on va faire des mesurettes, on va encore taper sur les travailleurs, on va encore augmenter les impôts, et puis ça va passer. Sauf qu'en fait, les Français n'entendent plus ça maintenant, c'est terminé. La majorité des Français ont conscience que il faut travailler plus, qu'il faut réduire les dépenses, mais en même temps, qu'il faut aussi, quand on dit travailler plus, gagner mieux sa vie. Donc voilà, et malheureusement, c'est là où je suis presque déçu de François Bayrou, pour ma part, c'est que je trouve que c'est dommage, la première partie du boulot avait été parfaitement faite, mais malheureusement, il n'a pas embrayé sur des mesures en ligne avec le constat. Bon, les signaux, évidemment, donc majorité évidemment introuvable, hein. Les signaux sont alarmants, les partis d'opposition de la gauche radicale à l'extrême droite ont annoncé qu'ils voteraient contre. La majorité présidentielle ne peut compter que sur environ 210 députés, loin des 288 ou 289 d'ailleurs, je crois, voix nécessaires pour franchir la barre de majorité absolue. L'hypothèse la plus probable, c'est donc la chute immédiate du gouvernement, tout en sachant que donc les députés votent, c'est la majorité présente, hein, le jour du vote qui l'emporte. Donc, est-ce que on a une dissolution? Alors, le président de la République l'a écarté, hein, une nouvelle dissolution en cas de défaite, mais malgré tout, le scénario est plausible. En cas de défaite, 2 scénarios se dessinent. Soit Emmanuel Macron dissout à nouveau l'Assemblée pour convoquer des législatives anticipées, ce qu'on avait vécu il y a 1 an, soit il tente de former un nouveau gouvernement en nommant un nouveau Premier ministre, chose qu'on a déjà fait, qui n'a pas fonctionné et qui ne peut pas fonctionner, pour une raison bien simple, c'est que la majorité ne va pas tout à coup arriver. Donc on peut essayer de trouver des accords à droite à gauche, ça peut tenir quelques mois, comme ça a tenu un petit peu quelques mois avec le gouvernement Barnier, avec le gouvernement Bayrou, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, pour faire des mesures fortes, il faut pas des mesurettes, et pour
prendre des mesures fortes, il faut avoir une majorité derrière soi. Donc pour moi, cette situation-là fragilise le président de la République, de toute façon. Parce qu'aujourd'hui, la ligne de mire, c'est Emmanuel Macron. Les ministres se sont succédés, les gouvernements se sont succédés, mais au final, celui qui est toujours là, c'est Emmanuel Macron. Donc il était évident que, et on le voit bien dans les différents sondages, qu'aujourd'hui, celui qui est pris pour responsable, je dis pas que c'est le cas, hein, attention, hein, encore une fois, je reste factuel, mais celui qui est pris pour cible aujourd'hui et qui est tenu pour responsable, c'est le président de la République. Donc il y a une hypothèse aussi, qui est certes peu probable, mais qui existe, c'est la démission du président de la République. Parce que vous imaginez bien que si Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale, et convoque des nouvelles législatives, on pourrait se retrouver dans la même situation dans quelques mois qu'aujourd'hui, avec de nouveau pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et donc là, ce serait catastrophique. Et là, pour le coup, je vois pas quelle autre sortie on aurait qu'une démission du président de la République. Donc, Emmanuel Macron va essayer de tenir, j'imagine, jusqu'aux prochaines présidentielles, mais la pression, petit à petit, va monter, c'est clair. Donc voilà, et donc on en vient bien sûr aux conséquences, parce que là on a expliqué pour que vous compreniez, pour celles et ceux qui sont peut-être un petit peu moins au courant, qui n'ont pas eu le temps de regarder, voilà la situation, expliqué de manière simple, hein, je rentre pas dans les détails, mais ça suffit en tout cas pour comprendre pourquoi eh bien, les marchés réagissent mal, parce que tout ça provoque de l'instabilité. On sait évidemment que les marchés n'ont pas forcément... mal réagi parce que François Bayrou allait partir, probablement partir, c'est pas uniquement pour ça, c'est surtout parce que, en fait, après la démission de François Bayrou, on n'a aucune certitude. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un nouveau ministre? Ça c'est sûr, mais de quel bord? Premier élément. Et puis, s'il n'y a pas de Premier ministre, est-ce qu'il va y avoir une dissolution? Ou pire, est-ce que, voilà, scénario peu probable, mais probable quand même, est-ce qu'il va y avoir une démission du président de la République? Et donc ça, le marché... il ne le sait pas plus que moi, pas plus que vous, évidemment, mais en tout cas, s'il ne le sait pas, c'est que forcément c'est de l'incertitude. Et si c'est de l'incertitude, ben, dans l'incertitude, le marché, il a tendance à sanctionner et à vendre. Donc les marchés financiers suivent évidemment la situation de près, c'est là où on voit quand même que la politique a beaucoup d'impact hein, sur les marchés. La bourse parisienne a montré des signaux de nervosité, tandis que les taux d'emprunt français ont augmenté, compliquant encore la gestion d'une dette déjà record. Parce que c'est ça, évidemment, la problématique, c'est que derrière, il y a un effet domino qui peut être catastrophique. Pourquoi? Parce que le 8, vous avez le vote de confiance. S'il y a des missions, le 10, vous avez potentiellement, qu'il y ait des missions ou pas d'ailleurs, vous avez potentiellement des grèves. Et surtout, vous avez derrière les agences de notation qui vont arriver. Et les agences de notation qui ont été très clémentes pour des raisons qu'on ne connaît pas envers la France, qu'on fait semblant de ne pas comprendre en tout cas, elles ont été très clémentes. S'il n'y a pas de gouvernement où elles vont noter le pays, elles vont passer pour des idiotes, ces agences de notation. Donc elles vont, à mon avis, pas avoir d'autre choix que dégrader la note française dès le mois de septembre. Et donc, conséquence immédiate, augmentation des taux. Et donc, si des taux d'emprunt français, et donc si augmentation des taux d'emprunt français, conséquence directe sur la dette française qui est déjà catastrophique. Donc, vous voyez un petit peu cet effet domino, et donc conséquence directe aussi sur les marchés, actions, etc., évidemment. Donc, vous voyez un petit peu cet effet domino qui peut, là, tout le monde rigole, tout le monde, voilà, s'en amuse, etc. Très bien, c'est un cirque, c'est tout ce que vous voulez, mais en attendant, pour le moment, tout le monde rigole, tout le monde s'amuse, mais ça peut véritablement, c'est une situation qui peut véritablement dégénérer en très peu de temps. Donc, voilà. Ça, c'est la situation actuelle. On regarde les taux, donc à 10 ans français. Moi, ce que je vois, et ceux qui font un peu d'analyse chartiste voient surtout une compression et un superbe triangle, une superbe congestion de continuation éventuelle. Et là, si on commence à casser les 3,6, 3,7, là, il peut y avoir véritablement un grand danger. Au niveau des dates des agences de notation, vous pouvez noter que donc on aura Fitch le 12 septembre, et puis derrière, ça va s'enchaîner, puisqu'on va avoir DBRS, donc le 19, on va avoir Scope le 26, et puis en octobre, nous aurons également Moody's. Voilà. Donc en général, lorsque la première agence dégrade, derrière, là aussi, forcément, il peut y avoir... eh bien, ça peut être suivi par les autres agences de notation, quoi.
Voilà, donc un avertissement clair. François Bayrou prévient, les députés ont le choix entre chaos ou responsabilité, mais à ce stade, tout indique que le 8 septembre pourrait marquer un tournant historique pour la Ve République, peut-être d'ailleurs la fin de la Ve République, qui sait. C'est d'ailleurs pour moi pas du tout le bon chemin. C'est-à-dire que lorsqu'on dit aux gens, en gros, soit vous votez pour moi, soit c'est le chaos, en général, ça marche pas. En général, ça marche pas. Et en général, les gens ont tendance à dire, bah, bon, on va voter pour le chaos. Donc c'est là un petit peu que je trouve, là aussi, en termes de communication, le Premier ministre, je trouve, a pas été bon. On l'a vu notamment sur sa sortie aussi sur TF1, où il a dit, lorsque Boulou, le journaliste, lui a indiqué pourquoi il n'y avait pas eu de négociation avec les différents partis politiques, il a répondu que s'il n'y avait pas eu de négociation jusque-là, c'est parce qu'ils étaient en vacances. Donc voilà, en termes de communication, même si on peut comprendre ce qu'il dit, en termes de communication c'est pas bon. Lorsqu'il dit que la situation est provoquée par les boomers qui ont des retraites trop élevées, la communication est pas bonne. Voilà, attention parce que ce genre de choses peut encore amplifier la colère grandissante dans notre pays. Encore une fois, c'est pas faire de la politique, c'est faire un constat, et ça peut être très dangereux, et donc forcément in fine très dangereux pour les marchés. Tout ceci ajouté, avec des conditions de marché qui sont très favorables à la hausse, actuellement, peut-être même trop favorables, puisqu'on voit que les positions nettes vendeuses sur le VIX, ici, l'indice donc de la peur, sont au plus haut depuis 2022. En clair, les traders parient massivement sur une faible volatilité, et donc s'ils parient sur une faible volatilité, ils parient donc potentiellement sur un marché qui va continuer de monter. La problématique, c'est toujours la même, c'est que vous savez que les marchés financiers sont un jeu d'offres et de demandes. Donc, lorsque vous avez une demande qui est légèrement supérieure à l'offre, eh bien, vous avez effectivement des marchés qui peuvent monter progressivement. Lorsque vous avez une demande qui est légèrement supérieure à l'offre, eh bien, vous avez des marchés qui baissent tranquillement. Le danger principal, c'est lorsque c'est le cas un petit peu aujourd'hui, lorsque eh bien, la demande est très largement supérieure à l'offre. Le problème, c'est que pendant un temps, ça marche. Le problème, c'est que ça crée un déséquilibre, parce que si on est tous dans le même sens, il n'y a pas la contrepartie nécessaire, et à un moment donné, il y a, comment dirais-je, une compensation de cet excès de positif, d'euphorie quelque part, ce qu'on appelle l'euphorie, et donc finalement derrière vous avez des conséquences. Ce qui est intéressant, alors je vous mets un petit peu des graphes comme ça, ce qui est assez fou, c'est également le nombre d'ETF qui a dépassé le nombre d'actions aux États-Unis. Donc aujourd'hui, vous avez plus d'ETF cotés en bourse que d'actions cotées en bourse. C'est absolument fabuleux, en gros. Ça veut dire que vous avez plus de miroirs qui répliquent un certain nombre de choses que finalement ces choses-là même, ces entreprises-là même. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors pas en flux, en flux on est encore bien loin. Quelqu'un qui m'a envoyé, je remercie d'ailleurs un petit peu le poids, donc on n'est pas sur un poids des ETF en dollars qui est supérieur au poids des compagnies en dollars, je crois qu'on est à 10 ou 15%, mais en tout cas c'est quelque chose qui augmente progressivement, et ça aussi, à un moment donné ou à un autre, peut-être que, pas à court terme, je pense que c'est trop tôt, mais un jour ou l'autre, probablement, si cette dynamique continue, on pourrait avoir des déséquilibres importants, donc ça aussi c'est à surveiller. On a également, on l'a vu, Nvidia qui pèse très lourd, très lourd, peut-être trop lourd même dans la capitalisation du S&P 500. Ça peut être dangereux à terme. Voilà. Alors, devant ces constats, vous vient et me vient évidemment une question. C'est, ok, très bien. En gros, c'est compliqué. Alors, à part au cas par cas, évidemment, en mode trading, etc., où on peut aller chercher des valeurs, etc., est-ce que ça vaut le coup d'investir massivement sur les marchés? Alors, français, actuellement, et vu l'incertitude, donc je réponds toujours, à mon avis c'est non, le ratio gain-risque est pas bon, donc pour moi il vaut mieux attendre un petit peu de voir tout ce mois de septembre entre la saisonnalité, le risque politique, etc. Oui, les marchés peuvent se reprendre et peuvent monter, on l'a vu avec des rebonds, on le verra techniquement, mais globalement, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de se surexposer massivement sur le marché français? Pour moi la réponse c'est plutôt non. Si vous n'avez pas pris quelques bénéfices ces dernières semaines, peut-être que les rebonds vous pouvez un petit peu alléger, donc je réponds clairement à la question, quitte à reprendre plus tard, c'est pas un souci, au cas par cas, quitte à aussi peut-être dévier sur d'autres marchés. Les marchés américains
Au cas par cas, là également, attention, parce que certaines valorisations commencent à redevenir très chères. Sur des small caps, peut-être un petit peu plus, au cas par cas là aussi. Sur les marchés chinois, on le verra aussi dans cette vidéo, il y a des configurations qui se surveillent. D'ailleurs, le marché chinois a enregistré des flux records, je crois, j'ai vu passer un graphique là-dessus ces dernières semaines. Et puis, également, il y a un secteur qui peut être intéressant à regarder, c'est également eh bien, les minières. Les minières qui peuvent être un secteur intéressant à suivre. Donc voilà, vous avez des ETF. Ce que je vous invite à faire, c'est trouver des ETF là-dessus. Et si vous êtes vraiment perfectionniste, allez regarder la composition de ces ETF. Nous, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs sur NTT. On est allé voir la composition de ces ETF pour ressortir eh bien, les valeurs principales et éventuellement prendre les valeurs qui ont le plus de potentiel, les meilleures configurations, etc. Voilà, je vous donne quelques indications. C'est cadeau, ça peut vous donner un petit peu des valeurs peut-être qui vont être décorrélées d'un marché qui pourrait, je dis bien qui pourrait, éventuellement corriger ces prochaines heures, ces prochains jours, pourquoi pas, ces prochaines semaines. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. D'ailleurs, eh bien, cette semaine, comme d'habitude, vous aurez à nouveau des articles à la table des investisseurs. Dimanche, il y aura un article sur les cryptos. La semaine prochaine, il y aura également d'autres articles très intéressants. Donc voilà, il y aura évidemment le suivi, vous le savez, du portefeuille Fortress, puisqu'on arrive à la fin du mois. Donc, ou la semaine prochaine ou celle d'après, il y aura le suivi du portefeuille Fortress. Vous aurez également, bien sûr, la lettre mensuelle aux investisseurs qui va arriver avec de très très bons articles, notamment sur les métaux précieux également. Vous allez avoir de la gestion privée. Bref, pas mal de choses très intéressantes. Il y a Trado aussi qui viendra d'ailleurs écrire un article très intéressant, technique probablement. Donc voilà, je vous rappelle bien sûr que l'accès à cette newsletter est 100% gratuit. Voilà mes amis, eh bien on va aller tranquillement vers bien entendu le sujet principal. Le sujet principal, ce sont les indices directeurs. Et pour nous en tant que Français, bien évidemment, l'indice directeur, c'est le CAC 40. Alors le CAC 40, lorsque on le regarde, toujours pareil, il faut avoir du recul. Comme je vous le dis souvent, prenez toujours 3 unités de temps pour avoir l'unité de temps mensuelle qui va représenter, à mon sens, correctement le long terme, l'unité de temps hebdomadaire qui va, à mon sens, représenter le moyen terme, et l'unité de temps journalière qui va, à mon sens, représenter donc le court terme. Donc sur l'unité de temps, pardonnez-moi, mensuelle, vous mettez tout simplement, par exemple, une moyenne mobile à 10 mois, vous regardez 1 le sens et 2 où c'est qu'on se situe par rapport à elle. Bon, là c'est assez clair, on a une moyenne mobile qui est plutôt plate et on est pile dessus. On va dire que sur l'unité de temps long terme, on est neutre finalement, très neutre. Sur l'unité de temps hebdomadaire, alors on verra, il faut attendre la fin bien sûr de la semaine, donc voilà, et du mois d'ailleurs, on va avoir une bougie qui va être la fin de la journée, la fin de la semaine et la fin du mois en même temps. Là, effectivement, on est en train, alors c'est pas fini encore, mais voilà, on a une bougie qui est pas forcément très rassurante sur l'unité de temps moyen terme, donc ça se surveille, et sur l'unité de temps court terme, voilà, on est passé également donc sous la moyenne mobile. Donc ce qu'on disait la semaine dernière, ce qui était très intéressant, on disait ceci, on disait voilà. Et d'ailleurs j'étais positif, c'était mon scénario privilégié, c'était de la hausse. Pourquoi? Parce que on venait donc d'une hausse, on a fait la congestion, ça c'était super positif. Et ce que je vous disais la semaine dernière, comme d'habitude, c'est toujours les mêmes stratégies, c'est voilà, cette congestion, on attend la cassure par le haut. Et si on avait eu pour moi le dépassement des 8000 points, on aurait eu probablement une dernière, je sais pas, en tout cas une nouvelle vague haussière pour aller rechercher, pourquoi pas, la zone des 8100, 8200, etc., etc. Sauf que, évidemment, on a été rattrapé là aussi, encore une fois, par la politique, puisque, eh bien, on l'a vu, le discours de François Bayrou, lundi à 16h, a provoqué la cassure par le bas. Le lendemain, gap baissier. On a fait un rebond quand même à partir de mercredi et hier. Et ce que je disais sur les réseaux sociaux, c'est que pour moi, la zone de résistance désormais, c'est le conglomérat entre le haut du gap baissier, je l'appelle le gap Bayrou, et la moyenne mobile à 10 jours. Voilà. C'est là toute la zone de short, d'ailleurs c'est ce qu'on disait aussi sur le salon, tout ça c'est une zone de short avec un stop au-dessus, ceux qui voulaient prendre des shorts, pour aller chercher de nouveau les plus bas ici,
et la moyenne mobile. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, et même peut-être un petit peu plus bas. Alors, ça, c'est l'unité de temps court terme. Donc court terme, je suis dégradé. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 7850, pour moi, c'est de la vente. Court terme. Moyen terme, pour moi, on est en plein milieu de la figure. C'est-à-dire que pour moi, on est toujours dans cette espèce de figure. Voilà. C'est-à-dire qu'on a eu de la vente, on a eu le rebond, on a la congestion. On casse la congestion par le bas, on retrouve ici cette zone-là. On revient casser la congestion par le haut, on retrouve les plus hauts ici. Mais là, entre les deux, mon cœur balance et on est pile sur la moyenne mobile à 200 jours. Donc, à quelque chose près, on est sur le milieu de la figure. Voilà, si vous tracez votre milieu de la figure, on est sur le milieu de la figure. On reste sur le haut de la figure. On peut espérer derrière repartir et recasser. On commence semaine prochaine à dégrader et repasser sous les 7007. Attention, danger. Danger parce que ça voudra dire revenir sur cette zone-là, qui sera probablement vue aussi par les acheteurs par une zone intéressante, hein, pourquoi pas. Si derrière on a ici un signal qui se déclenche et qu'on relance, et qu'on a du momentum qui revient, ça sera peut-être une zone d'achat. D'ailleurs, une fois que la crise politique sera passée, et à contrario, si on casse tout ça par le bas, alors là, gaffe, parce qu'il y a des gaps, ici, et même là, à aller combler. Donc il y a des objectifs baissiers qui sont importants. D'accord? Je ne dis pas qu'on va y aller, je dis qu'il faut faire attention. Donc encore une fois, pour moi, et je le redis, je vous l'ai dit en préambule, donc pour répondre à la question, parce que c'est bien de poser des questions en introduction, même si on n'a pas la réponse, il faut essayer de donner des scénarios probabilistes et essayer de se mouiller. Moi, à mon avis, est-ce que ça vaut le coup, ici, maintenant, ou même hier, peu importe, de se réexposer massivement sur les actions françaises, tout en sachant qu'il va y avoir tout ce qu'il va y avoir ces prochaines semaines? Pour moi, la réponse, c'est non. Et lorsque je vois sur les réseaux sociaux des investisseurs, souvent jeunes, qui manquent parfois un petit peu d'expérience, même s'ils sont très talentueux, dire c'est les soldes sur les actions françaises, je suis absolument pas d'accord. Les actions françaises n'ont pas baissé. Et lorsque je regarde certaines valeurs qui ont plus ou moins baissé, en tout cas celles qui ont baissé le plus en début de semaine, on va les voir dans les bancaires. Ouais, il y a eu des baisses, ok, mais est-ce qu'il y a eu des baisses majeures et qu'on est revenu sur une majeure partie des actions françaises sur des niveaux très forts d'opportunités long terme? Vous allez vous apercevoir vous-même que la réponse est non pour la majorité d'entre elles. On va le voir un petit peu plus tard. Le CAC Small. Alors, le CAC Small, lui, il a donné quand même des signaux, alors d'abord effectivement un petit peu délicats, hein, puisqu'on a réintégré, mais bon, pour le moment, je dis bien pour le moment, c'est pas la catastrophe du tout sur les small caps, du tout. Voilà. On a réintégré, on pourrait même avoir un setup de faux breakout, voilà. Donc là aussi, on fait pullback M10, on verra, là aussi, ça va se jouer, je pense même début de semaine prochaine. Si on arrive à repasser au-dessus des 16 300 points, c'est bon. En revanche, si vous commencez à péter les 15 008 par le bas, attention danger, on sera sur un mouvement correctif. Donc voilà, c'est pas très très beau, je vais pas vous le cacher, c'est pas très très beau, mais pour le moment, il n'y a pas encore le feu. Et d'ailleurs, si je le mets en unité de temps moyen terme, voilà, on a une belle bougie rouge hebdo, donc la bougie n'est pas encore terminée, mais on a une belle bougie rouge, mais ça peut être aussi une consolidation qui va être un petit peu plus longue, d'accord? Ça peut être la formation d'une consolidation qui va être un petit peu plus longue, avec un petit peu plus de zigzag, pour attendre peut-être les 2 derniers mois de l'année, d'accord? Donc, encore une fois, là-dessus, pas d'affolement généralisé, ok? Lorsqu'on regarde le long terme, c'est encore pire, voilà. Il y a une mèche haute, certes, mais voilà. Donc, il est très peu probable, du moins, il est peu probable, pas dire très peu parce que tout arrive, mais il est très peu probable qu'on ait une chute, tout à coup comme ça, s'il y a une baisse. Hein. En général, vous aurez d'abord une mise en place de congestion, et ensuite, s'il doit y avoir une chute, vous l'aurez. Un petit peu comme ce qui s'est passé là, et un petit peu comme ce qui s'est passé là. Vous avez vu, ici, vous êtes arrivé au top, derrière, vous avez fait une congestion. C'est 4-5 mois, hein. Là, c'est 4-5 bougies, hein. Donc c'est 4-5 mois, assez long. Hein. Là, c'est 1, 2, 3, c'est 5 mois aussi. Donc, voilà. Est-ce qu'on va avoir le même scénario que ce qui s'est passé précédemment? C'est toute la question, en fait. Voilà. Est-ce qu'on va avoir finalement un top qui est marqué, une congestion, et après, on a eu la chute? C'est quelque part ce qui s'est passé là. Et la question, en fait, c'est de savoir, est-ce que c'est ce qui va se passer là?
Est-ce qu'on va avoir un scénario qui va se répéter ou pas? C'est trop tôt pour le savoir. Et encore une fois, chandelier par chandelier, à part s'il y a un signe noir majeur, etc. Hein. Mais sinon, en général, vous avez le temps de le voir venir. Donc pas d'affolement, encore une fois, généralisé sur les small caps, mais un petit peu de prudence, et pourquoi pas même un petit peu d'allègement. En tout cas, prise de position, pas sûr. Pas sûr du tout même. Société Générale, donc on attaque avec nos amis les bancaires. Bon, Société Générale, on en est là. Voilà. Donc pour moi, on a cassé effectivement cette oblique. On revient s'y appuyer, et là, désormais, on va entamer une phase probablement de congestion. Donc, est-ce que ça, là, comme j'en entends certains dire, est-ce que ce chandelier rouge, c'est une opportunité majeure? La réponse, c'est non. Pas une opportunité majeure sur Société Générale. En swing, éventuellement, pour jouer, voilà, ok. Mais en opportunité long terme, je trouve pas que cela soit une opportunité majeure sur Société Générale. Donc, plutôt dans l'attente sur Société Générale, pardon, voir un petit peu la construction, voir un petit peu comment on va matérialiser cela. Donc voilà, j'essaye de faire des unités de temps longues parce qu'il y a quand même des baisses importantes. Si on le regarde sur l'unité de temps journalière, vous allez avoir l'impression que les baisses sont très importantes, alors qu'encore une fois, lorsqu'on le regarde sur l'unité de temps mensuelle, c'est très raisonnable. Donc je vais essayer au maximum, après je vous zoomerai, mais je vais essayer toujours de commencer par l'unité de temps mensuelle. C'est ce que vous devez faire d'ailleurs, hein, jamais le contraire. Commencez par l'unité de temps grande, et après vous affinez en hebdomadaire et en journalier pour avoir un petit peu plus d'idées. Donc, Crédit Agricole, c'est la même chose. Voilà, ça ressemble, alors c'est pas tout à fait le même graphe, mais ça ressemble quand même à Société Générale. Voilà, on a tout simplement la formation d'une figure qui est en train d'arriver. Donc voilà, alors est-ce que c'est une figure de top comme on a eu ici avant la chute, ou là avant la chute, ou là avant la chute, ou est-ce que c'est une figure de continuation comme on avait pu l'avoir par exemple ici, où là on a une figure de continuation, on a continué. Mais en tout cas, le marché a besoin de digérer. Voilà. Le marché a besoin de digérer. Cette crise politique, pour moi, est un prétexte. Et pour moi, cette crise politique va permettre au marché aussi de souffler. En fait, si vous voulez, ça va être hyper intéressant. Ça va être ennuyeux, entre guillemets, par le fait que probablement il y aura très peu de choses à faire sur ces prochaines semaines sur les marchés. Mais par contre, ça va être extrêmement intéressant de voir si ce marché-là est capable de digérer tout ça et les mauvaises nouvelles en restant en range, c'est-à-dire en consolidant, en réduisant la volatilité. Si c'est le cas, ça voudra dire qu'on va avoir une fin d'année explosive à la hausse. Parce que ça voudra dire que les acheteurs ont préservé et ont contenu les vendeurs, et derrière, peut-être qu'une fois que les situations vont s'améliorer, tout à coup, le marché va réagir de manière positive. BNP Paribas, donc c'est du pareil au même, hein, tout en sachant que BNP Paribas est quand même une action qui a plus performé, c'est la plus solide des trois fondamentalement. Bon, elle, c'est toujours la même chose, c'est la plus solide des trois fondamentalement. Pour autant, je trouve que la configuration, c'est la moins belle des trois. Parce que, on l'avait dit, cette zone-là, ça fait un moment qu'on la travaille, vous avez dit, voilà, c'est une zone de convergence entre deux biseaux ascendants. Alors, lequel le marché verra, je ne sais pas. Mais pour moi, voilà, on est quand même sur des zones de résistance triple, quoi. Hein. Le haut de ces biseaux, là aussi, on a une résistance horizontale qui correspond au sommet de 2007. Donc, si vous voulez, voilà, c'est pas, voilà, encore une fois pour répondre, hein, c'est pas une opportunité d'achat forte. Alors BNP Paribas a perdu entre les plus hauts et les plus bas 12%. Malgré tout, ce n'est pas une opportunité d'achat à mon sens. Voilà. Air Liquide qui là aussi résiste très très bien. Moi j'attends toujours une baisse, hein, j'ai pas changé. Je trouve que c'est pas une opportunité d'achat. Donc voilà, moi c'est toujours les zones, j'ai pas changé. Je fais une petite mise à jour, mais en réalité j'ai pas changé. Pour moi les trois zones elles sont là. Donc pour moi là c'est pas une opportunité d'achat. Est-ce que ça peut continuer de monter? Oui, la réponse bien sûr c'est oui. Mais est-ce que pour moi le ratio gain-risque est nécessaire et suffisant pour pouvoir investir sur Air Liquide? Eh bien écoutez, moi je considère que eh bien la réponse c'est plutôt non. Hermès qui réagit positivement sur le support oblique. Voilà, donc on a ce support-là qu'on avait dessiné. Et notamment potentiellement un bas de biseau à voir. C'est plutôt intéressant. Mais
c'est, comment dirais-je, c'est pas forcément une opportunité long terme, c'est même pour moi pas une opportunité long terme. Voilà, pour du trading éventuellement, mais voilà, on voit tout de suite les mèches hautes qui apparaissent. Pourquoi? Parce que ben, le marché est dans la difficulté. Donc voilà, ça se surveille. Le marché quand même, ça c'est positif, a contenu Hermès là-dedans. Donc il va falloir voir si on a la capacité la semaine prochaine de réenclencher pour jouer du rebond pour aller chercher les 2200. Voilà. Grosso modo, l'idée pour Hermès, mais les opportunités d'achat, pour moi, elles sont plus basses, notamment sur la zone des 1007, grosso modo, et après plus bas, à proximité de ce support oblique, on n'a pas encore la zone de prix. Ensuite, vous avez Kering. Alors Kering, elle, pour le coup, hein, elle a très très bien tenu, on est toujours plutôt bullish, hein. Donc là, on est en train de dépasser même, effectivement, la zone. Donc là, on va... la zone de résistance oblique, hein, et donc voilà, pour le moment ça tient bien, donc voilà, on est toujours à l'achat, nous, sur MTT, hein, vous avez partagé, donc vous reprenez la vidéo du vendredi 8 août, rien n'a changé, un achat au-dessus des 216, on a eu peur, puisqu'on est venu presque chercher le stop était en dessous. Alors, finalement, c'est bien reparti. Le stop, nous, est remonté là. Voilà, moi, j'ai des stops serrés dans cette situation-là. J'espère que la moyenne mobile va venir contenir, et puis on verra. On s'attaque au gap, le gap baissier ici du 17 mars. Donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est intéressant, la moyenne mobile est en train de se redresser. On a eu le premier pattern qui était là. Donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire. À part avoir de la méfiance par rapport au contexte, etc., il n'y a pas grand-chose à dire sur le luxe. Le luxe ne s'est pas retourné à la hausse encore. Il y a encore du boulot. Quand est-ce que je considérerais que le luxe, enfin notamment Kering, va se retourner à la hausse? Quand on va voir le gros pattern avec la moyenne mobile qui va bien se redresser. Et là, ce gros pattern qui cassera par le haut et qui finira par relancer. Et là, on dira, ok, là, le luxe est retourné. Pour le moment, c'est toujours un rebond technique plus, ce que j'appelle le rebond technique plus. Donc évidemment intéressant, mais pas encore totalement retourné. Vous avez LVMH également, donc je vous avais dit, hein, il y a quelques semaines, tout le monde disait que c'était mort, je disais non, c'est pas encore mort. Voilà, donc là, pour le moment, eh bien, on s'est fait peur, on est revenu, etc. Vous avez dit, tant qu'on est dans la figure, souvenez-vous, je vais le mettre en journalier, voilà. Je vous dis, tant qu'on est dans cette figure, c'est pas mort. Et regardez, hein, derrière, on a breaké, on a fait la congestion, on a relancé. Donc pour le moment, c'est pas mort. Est-ce qu'on a retourné la tendance? Non. Non plus, c'est là aussi où il faut avoir, je pense, un petit peu de justesse. C'est-à-dire que oui, effectivement, LVMH a repris depuis ses plus bas jusqu'à plus 20%, c'est pas mal. Est-ce qu'on a retourné pour autant les tendances? Non. À partir de quand on va retourner les tendances? Toujours pareil, lorsque votre moyenne mobile à 200 jours va s'aplatir et se redresser, et que votre titre, ici, va commencer à construire une grosse figure, et ensuite va casser par le haut pour relancer. Là, on dira, ok, là, on a bel et bien retourné la tendance. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. Est-ce que ça va arriver? J'en sais rien. Voilà, je peux pas dire plus. En tout cas, pour le moment, c'est plutôt pas mal et c'est encourageant. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Le luxe a très bien tenu dans la baisse. Ça aussi, c'est intéressant de l'observer. C'est-à-dire que si vous avez une crise, peut-être que le luxe tiendra mieux, peut-être que d'autres valeurs plus en difficulté. Vous avez dans le même état d'esprit, vous avez du Dior. Vous avez du Christian Dior. Voilà. Qui tient très très bien, Christian Dior. Voilà, vous aviez la zone qu'on avait indiquée ici. Encore une fois, bon là pour le coup, l'analyse technique pour les portefeuilles long terme a un intérêt fou. Regardez un petit peu la précision. 1, 2, 3. Derrière, hop, on a Christian Dior qui reprend depuis les plus bas, plus de 20%. C'est pas rien quand même. Donc c'est également intéressant. Maintenant, encore une fois, rien n'est fait. On va revenir ici sur une zone de... D'ailleurs, beaucoup la voient, hein, je pense. On est nombreux à la voir. Cette épaule ici, tête potentielle et épaule là. Donc on fait le pullback sur la ligne de coup, d'accord? C'est là que, pour moi, on va avoir la vérité. C'est dans cette zone-là qu'on va voir. Tant qu'on est sous cette zone-là, on est sous l'influence de cette épaule tête à épaule, et donc potentiellement à de nouvelles attaques baissières, d'accord? Donc on n'est pas sorti de l'auberge, malgré le rebond de 20% là aussi pour Christian Dior, on n'est pas encore, pour moi, sorti de l'auberge. Donc étape par étape. Voilà, procédons par étape. ST Micro, c'est la même chose. ST Micro, voilà, on est revenu potentiellement, on a fait effectivement le pullback, mais là aussi, quand on regarde un petit peu les zones sur ST Micro, voilà,
c'est une zone de pullback pour le moment. D'ailleurs, ça a été potentiellement vendu. On relance un petit peu pour du trading. D'ailleurs, vous avez proposé un achat qui était ici. Voilà, hop là, pardonnez-moi. Voilà, vous avez proposé un achat au-dessus de cette congestion. Derrière, on a fait un bon mouvement, puisque derrière, voilà, on a gagné jusqu'à 6-7%. Mais c'est du trading. C'est du trading. Voilà. Bon, après, ça se regarde. Là aussi, on avait une belle congestion qui se regardait. On fait le pullback. On peut éventuellement continuer de trader parce que il y a des objectifs à rallier, notamment eh bien, le gap ici, l'entrée de gap, éventuellement la fermeture, donc voilà. Mais c'est, là encore une fois, du trading. Est-ce qu'on a retourné les tendances? Non. Pour le moment, on est pile sur la M200, qui est en train potentiellement de se redresser. Il va falloir derrière qu'on la redresse, et nous, il va falloir qu'on construise là aussi le grand pattern pour ensuite relancer. Et là, vous pourrez dire à partir de ce moment-là, précisément, à partir du moment où on aura cassé cette figure-là, vous pourrez dire ok, là, peut-être qu'on a retourné la tendance. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Encore. Ok? Donc, voilà, au fur et à mesure. Tant que vous êtes en dessous, vous pouvez trader. Ça n'empêche pas. On trade à contre-tendance. Mais, voilà, toujours avoir la notion de risque et de se dire, attention, je suis quand même à contre-tendance. Au mieux, je suis dans la neutralité. Donc, prends des bénéfices. Remonte les stops rapidement. Protège ton capital. Parce que derrière, il peut y avoir une nouvelle attaque baissière à tout moment. Et donc, ça vaut pas le coup de prendre des risques. Lorsque vous êtes sur un marché bullish, des grandes tendances haussières, vous pouvez être un petit peu plus large en disant, allez, j'accompagne un petit peu plus la tendance. Ok. Mais tant que c'est pas le cas, il faut être prudent. À mon sens, hein, moi, je ne fais que vous partager ce que je pense. Après, j'ai certainement tort et il y a beaucoup de gens qui pensent différemment de moi. Ça me gêne pas. C'est pas tant que c'est respectueux, on a le droit de penser différemment. Mais en tout cas, voilà, je vous partage moi mon point de vue. Bon, Nokia. Nokia, ben, pareil, voilà, c'est de la contre-tendance, c'est compliqué, voilà, c'est un graphique un peu, voilà, donc nous, voilà, on surveille aussi Nokia parce que ça peut, voilà, il peut y avoir des rebonds, des choses comme ça, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même compliqué, le graphe est compliqué, là pour le coup, on est vraiment sur la contre-tendance. Bon, voilà, j'ai pas. Bah, je pense que c'est pas le genre de graphique sur lequel il faut forcément s'orienter. Vous aurez peut-être un support ici à aller chercher. Voilà, pour jouer des petits décalages, des petits rebonds, des choses comme ça. Voilà, quand vous avez des petites congestions, là ou là, ça peut se tenter, mais sinon, quand même, c'est quand même globalement difficile. Hein, ok. Donc, voilà. Ensuite, vous avez Renault. Alors, Renault qui, ma foi, tient bien, hein, là aussi. Donc, on avait proposé potentiellement un premier achat ici. Le deuxième est plus bas, aux alentours des 20. Le premier achat entre la zone des 31 et des 32, 33. Bon, on y est, hein, pour moi. Voilà, si vous êtes convaincu que Renault est eh bien, un titre intéressant pour du long terme, la zone, elle est là. Voilà, encore une fois, n'oubliez pas qu'il peut y avoir d'autres zones un petit peu plus bas, voire même éventuellement très bas. Voilà. Donc ça reste de l'automobile avec évidemment toutes les difficultés que l'on connaît, hein, bien sûr. Mais oui, il y a 3 zones qui sont là. Voilà, donc investir peut-être petit à petit en gardant un petit peu de cash au cas où, eh bien, effectivement, il y ait des opportunités qui soient potentiellement un petit peu plus grandes pour la suite. Ok? Donc la zone où nous sommes, la zone des 21, grosso modo, hein, encore une fois, 2-3 euros en dessus, 2-3 euros en dessous, après c'est à vous de voir, et grosso modo la zone des 12 euros potentiellement pour Renault. Alors TF1, eh ben, TF1, alors c'est pas, attention, hein, TF1 c'est pas la plus nerveuse, etc. Mais le graphe, il n'est pas, notamment le graphe mensuel, hein, très intéressant, le graphe mensuel n'est pas mort encore, donc on est dans une espèce de grosse congestion depuis 2018, ça fait quand même 7 ans hein, qu'on travaille ici cette figure intéressante. Alors, potentiellement, les probabilités, c'est que ça, ce soit plutôt une figure de continuation. Malheureusement, ça, je vous donne l'aspect négatif, donc ne pas omettre ça. Mais, ce sont des probabilités. En revanche, c'est une figure qui est dans la capacité, si on fait une belle congestion ici, ce qu'on est plutôt en train de faire, de casser pour aller chercher des niveaux d'objectifs, notamment ces plus hauts là, et plus si affinité.
Donc là, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on reporte. Voilà, on reporte et vous avez potentiellement un canal qui peut se former. D'ailleurs, le canal, il doit être à peu près comme ça. Voilà, c'est ça, avec les plus bas ici, les plus bas là, les plus hauts, les plus hauts. Donc potentiellement, on peut avoir. Donc il faut attendre un signal, très tranquillement. Il faut attendre un signal. Donc là, il faut rentrer éventuellement sur l'unité de temps plus petite et regarder. Alors, elle n'est pas facile, hein, voilà, c'est pas la plus nerveuse, c'est pas, etc. Mais vous avez quand même ici, voilà, notamment, une espèce de résistance. D'ailleurs, c'est pas une espèce de résistance, hein, c'est un triple top, je pense. Voilà, triple top, au-dessus des 8,63. Donc, on pourrait éventuellement se dire qu'on a cette espèce de range, ici, entre les 8,63 et les 8,29, et qu'en cas de break, potentiellement, on peut revenir sur la résistance oblique, et qu'en cas de break, on peut potentiellement accélérer un peu plus pour retrouver, pourquoi pas, ces niveaux-là des 9,40 €. Il y a un dividende de mémoire, je ne sais plus de combien il est, pour celles et ceux que ça intéresse, même si vous savez ce que je pense de ça. Mais pourquoi pas, ça peut se regarder. Donc, et on le voit d'ailleurs, hein, globalement, bon, elle a peu subi la volatilité du CAC. Donc, bon, dans l'ensemble, on va dire que ça se regarde. Donc, pourquoi pas TF1, si dans les prochaines semaines, elle résiste. Et pour le coup, voilà, TF1 peut ne pas subir tellement de conséquences sur la crise politique française. Donc voilà, peut même susciter peut-être de l'audiovisuel si la crise est importante. Donc à voir pour TF1. Après TF1, on part sur une valeur, on fait le suivi régulièrement, mais j'ai pas changé mon opinion, vous le savez, sur Vetoquinol. Pour moi, j'attends toujours le repli, j'attends toujours un nouveau plus bas qui sera intéressant. Alors, il n'a pas l'air de venir, c'est vrai. Pour le moment, la construction, elle est plutôt pas mal. On a une belle congestion qui est en train de s'affiner ici, donc ça se surveille en cas de cassure, notamment au niveau de la cassure des 81 €. On pourrait avoir, effectivement, si on arrive à dépasser ici les 81,60 €, on pourrait avoir, effectivement, un potentiel signal d'achat pour pouvoir relancer. Mais idéalement, j'aimerais beaucoup qu'on ait, effectivement, une cassure des plus bas des 64 €, 63,50 €, revenir dans cette zone-là, voilà, qui est une très très belle zone, très très belle zone. Voilà, support ici, support. Bon, voilà, vous l'avez vu, éventuellement cette zone-là qui peut être par contre une belle opportunité, si éventuellement on y revient. Donc voilà, statu quo pour le moment, rien à faire tant qu'on n'est pas au-dessus des 80,60 €, et rien à faire d'ailleurs tant qu'on n'est pas sous les 61,40 € grosso modo. D'ailleurs, je me mets une petite alerte, on verra bien. Ensuite, vous avez du Abionyx. Alors là, Abionyx, hein, c'est du spéculatif, hein, bien entendu, biotech. Donc voilà, magnifique. Voilà, magnifique. Regardez ça. Ça, c'est le genre de choses qu'on aime. C'est le genre, voilà. Vous avez une très très large congestion. Très très large congestion. On le voit bien ici. Hyper comprimé. Et derrière, vous avez le break. Donc champ mensuel. En unité de temps journalière, c'est évidemment encore plus visible. Voilà. Très très belle base, et derrière on a l'accélération. Il y avait de très belles choses à faire, il y avait des doubles tops ici, bref, vous irez regarder. Et pour ceux qui avaient loupé, il y avait également une très belle, alors je fais la météo de la veille, mais c'est des choses qu'on a l'habitude de voir, vous aviez également une très belle opportunité ici, avec notamment un inside bar, c'est-à-dire une bougie ici à l'intérieur de la précédente. Vous l'aviez également ici, cette bougie à l'intérieur de la précédente, dénotant une réduction de la volatilité. Et vous aviez également, regardez les volumes, hein, comme d'habitude, regardez la chute des volumes. Hop. Voilà. Regardez ici les volumes. Il y avait quasiment plus de volume sur ces trois bougies. Donc setup parfait. Et derrière, dès qu'on break, pouf, on a une belle accélération. Alors ça paraît pas énorme, hein, mais c'est salé, puisque derrière, allez, si on prend admettons, on faisait le plan d'achat au-dessus de cette bougie-là, et bien, avec un stop comme d'habitude, hein, sous le pattern, ça vous avez l'habitude, et bien, ça faisait derrière une hausse maximale, on ne vend pas au plus haut évidemment, hein, donc ça faisait quand même 80%, vous imaginez, en 1, 2, 3, 4, 5 bougies, 80% de hausse. Voilà
Le genre de choses simples à appliquer sans indicateur de je sais pas quoi. Comme d'habitude, hein, il y en a qui inventent tous les jours un nouvel indicateur. D'ailleurs, je suis toujours surpris par les gens qui inventent tous les jours des indicateurs, parce que si leurs indicateurs marchaient, ils n'auraient pas besoin d'en inventer tous les jours. Bref, je ferme la parenthèse. Là, en l'occurrence, il n'y a pas besoin d'indicateur. Vous voyez, c'est juste du price action avec des réductions de volatilité, des réductions de volume, et derrière, potentiellement, un breakout. Voilà. Voilà, donc pas grand-chose à dire. Qu'est-ce qu'il faut faire sur Abionyx? Bah, éventuellement, ceux qui veulent la trader, attendre alors ou encore une réduction de volatilité journalière, ou éventuellement, après, vous rentrez dans l'unité de temps inférieure. Voilà, si vous voulez faire un petit peu de trading, là, c'est compliqué. Je vais me mettre en 1 heure, par exemple, mais là, je m'adresse plus aux intradistes. Voilà, éventuellement, si vous avez, on verra, si vous avez une petite réduction de la volatilité là, voilà, éventuellement, pour les intradéistes, vous pouvez tenter quelque chose si on arrive à breaker. Voilà, éventuellement, avec de nouveau un stop sous le plus bas, et derrière, vous visez le top ici. Voilà. Bon, mais c'est pas la majeure partie à laquelle je m'adresse. Ce qui est quand même, faites gaffe quand même, hein, parce qu'on n'est pas revenu n'importe où sur Abionyx, on est quand même sur un immense niveau de résistance. Donc attendez bien le setup pour pouvoir tenter quelque chose, parce qu'on le voit, on est revenu sur les plus hauts ici de janvier 2022. Ça peut passer, hein, bien évidemment, mais attendez quand même d'avoir le bon setup. Ensuite, vous avez de l'eBay InBev, une valeur que j'aime bien, pour mes amis belges, que mes amis belges évidemment connaissent bien, mais pour moi, c'est une action qui est en range depuis 5 ans. Voilà, grosso modo, hein. Vous avez 5 ans où on est dans un range. J'aimerais là aussi qu'on pète le bas sous les 45 pour pouvoir revenir sur cette oblique là qui n'a pas encore été matérialisée. Donc voilà, alors j'ai mis des zones parce que voilà, mais oui, c'est ça, oui, 38 à 46 c'est plus haut pour le coup, mais 42, quelque chose comme ça, ouais, 42, je vais peut-être le changer du coup. Voilà, on verra, difficile encore une fois de savoir, ce sera en fonction de l'attaque. Mais voilà, la zone, grosso modo, elle est là. Et après, on garde du cash supplémentaire au cas où on revienne sur cette zone-là, qui est une zone qui a fait résistance ici, et support là. Donc, éventuellement, une deuxième zone à l'affût, au cas où. Voilà. Mais, ouais, grosso modo, si on arrive à... Là aussi, je vais me mettre ma petite alerte, au cas où. Voilà, moi aussi. Si on repasse, voilà, sous les 43, là, on commencera à regarder s'il n'y a pas un petit signal de retournement en unité de temps journalière, par exemple, ou plus si affinité, quoi. Hop, je vais déplacer, ouais, quand même, je vois que je vous gâche le paysage. Ensuite, donc, deck, JC Deco, ouais, c'est un graphe qui est pas inintéressant, mais qui est pas encore intéressant, voilà. Parce que pour moi, on est dans une très grosse congestion, par contre. Donc, il y a 2 zones, toutefois. Hein. Donc, cette zone-là est une zone potentiellement sur repli, la zone des 12 euros. Et après, il y a éventuellement la zone sous les 8 euros jusqu'au 5-6 qui peut être une zone intéressante. Donc, ça, c'est pour les investisseurs. Pour les traders, ouais, c'est pas... Ouais, c'est compliqué, quoi. Voilà. Vous voyez ce graphe? Quand on voit ce graphe-là, c'est difficilement lisible, quoi. On a des hausses, on a des baisses, on a des hausses, on a des baisses, on a des hausses, on a des hausses. Voilà, c'est un peu du zigzag, donc pour moi, c'est presque de l'aléatoire. Donc pour moi, évitez un maximum de trader ce graphique, voilà. Par contre, investir 12 euros et éventuellement 6 euros, plus ou moins quelques euros, etc., comme d'habitude, ok? Bon, SMCP qui, cette semaine, a quand même tenu. Donc on est toujours pas mal. Il y a toujours l'objectif des 8 euros là, qui est toujours en ligne de mire. Donc voilà, la tentative, vous avez proposé notamment un achat au-dessus, voilà, pour vous montrer aussi que des fois ça marche et des fois ça marche pas. C'est toujours la même chose. Bon là, il y a le contexte, hein, évidemment, géopolitique qui a joué. Mais voilà, vous avez une possibilité d'acheter au-dessus des 6,66 € avec le double top. On a eu d'ailleurs le signal vendredi, et après, malheureusement, lundi, on a Françoise qui nous a fait du mal. Donc voilà, mais c'est pas mort hein, pour autant, voilà, c'est du trading, hein. C'est pas mort pour autant, on a fait la mèche basse. Bon, si les marchés se calment, il faudra éventuellement peut-être attendre un signal beaucoup plus intéressant pour tenter un nouvel achat. Voilà. Ceux qui sont long terme et qui, comme je le disais, hein, qui ont suivi le trade sur le pullback là, sur la congestion là, etc., et qui sont dedans, eux par contre ils continuent d'accompagner avec un stop plus large, évidemment.
Mais voilà. Mais évidemment, là aussi, plus on rentre tard, plus on peut s'exposer aussi à des mèches, à des retours, à des choses comme ça. C'est pour ça que c'est toujours très intéressant de rentrer le plus tôt possible, à partir du moment où vous commencez à avoir ici la moyenne mobile à 200 jours qui commence à se redresser. Voilà, ça c'est des setups qu'on aime beaucoup. Ahold, magnifique titre. Donc côté Amsterdam, je vous le mets en mensuel. On est là pour moi, donc attention quand même. On a pété le top. Comme je vous dis souvent, la plupart des gens vous disent quand on pète le top, c'est le moment d'acheter. Moi, je vous dis le contraire. Quand on pète le top, en général, vous vous exposez à des replis. Et donc, ce repli, même si en mensuel, il paraît pas gros, ben, il est quand même important parce que vous avez un repli de 12%. Donc, si vous avez acheté la cassure du top aux alentours des 36, vous êtes déjà en moins-value. Pour autant, ça ne veut pas dire que le Ahold va revenir tout de suite aux alentours des 21 €. Pour le moment, on est dans un canal ascendant. On verra, éventuellement, vous avez déjà une première zone qui peut être intéressante. Si éventuellement vous voyez dans cette zone-là, la zone des 31, que vous voyez un repli et éventuellement un petit signal de congestion pour une reprise, ça peut être intéressant de tenter quelque chose. Quand ce canal lâchera par le bas, ce qui peut arriver, on aura le pullback et derrière on aura une attaque baissière. Et là, ce n'est plus le trader, mi-trader, mi-investisseur qui achètera, ce sera véritablement l'investisseur long terme qui achètera. Et qui se dira, bah là pour le coup, j'ai peut-être une zone qui est intéressante pour pouvoir revenir à l'achat sur ce titre. Voilà. Simple, hein, vous voyez, il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête. Comme je dis souvent, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 8 en analyse technique pour faire ce genre d'analyse. Plus c'est simple, plus c'est efficace. Pas en Allemagne, un certain nombre d'entre vous m'ont proposé, alors Merck, que j'avais pas vu depuis longtemps, Merck. Et effectivement, elle est là. Effectivement, on revient petit à petit, on n'y est pas encore, mais on revient petit à petit sur une zone intéressante. Belle correction, hein, vous voyez. On peut être sur des tendances magnifiques, hein. On peut être sur des tendances extraordinaires qui prennent jusqu'à 2500% en 20 ans, et pour autant, vous pouvez à un moment donné avoir une correction de 50%. Mais ce sont des choses qu'on a déjà vues. Simplement, on n'en a pas l'impression. Là, vous avez une baisse de 64%. Là, vous avez une baisse de 50%. Là, vous avez une baisse de 36%. Là, vous avez une baisse de 35%. Là, vous avez une baisse de 39%. Donc, c'est des choses qu'on a déjà vues par le passé sur ce titre-là. D'accord? Donc, on peut très bien avoir une baisse de 60%, comme on avait eu ici en 2001. Et pour autant, ça n'a pas empêché le titre derrière de repartir à la hausse. Donc, les baisses ne doivent pas être forcément des craintes énormes pour vous. Voilà. Vous devez juste regarder si les fondamentaux sont réellement dégradés, etc., etc. Là, on a une très belle zone qui va arriver. Voilà, sous les 84, en accumulation jusqu'aux 60. Première zone. Gardez un peu de cash au cas où, parce qu'on a quand même une deuxième zone. C'est quand même peu probable, mais tout est possible. Une deuxième zone qui se trouvera aux alentours des 30. Donc si vous mettez 2 tiers de position sur les 70 et 1 tiers de position sur les 27, bah vous allez vous retrouver avec un prix, je sais pas, selon votre zone d'accumulation, autour des 50. Bon, je pense que ça peut être pas mal. Encore une fois, à vous de pondérer ça correctement dans un portefeuille, car vous allez prendre peut-être 20 ou 30 idées, ou allez, on va faire un chiffre rond plus facile à calculer, vous allez prendre 20 idées comme ça. Ben, sur les 20 idées, vous allez en avoir 10 qui vont très bien marcher, 5 qui vont moyennement marcher et 5 qui vont pas du tout marcher. Donc à vous juste d'équilibrer votre portefeuille en vous disant peut-être que Merck fera partie de celles qui vont pas du tout marcher. D'accord ? Ensuite, on reste donc en Allemagne avec Atos. Alors c'est pas le français, c'est le software. Atos, voilà, très très belle action, qui évolue dans un canal haussier, qui a certes beaucoup corrigé. Alors elle, pour le coup, elle commence à redevenir intéressante, moins 30. Il va falloir regarder comment on va réagir, notamment sur ces plus bas là. Voilà, vous avez des plus hauts là, des plus bas là. Première zone, ici. D'accord, donc la zone des 94 jusqu'à 88 est une zone qu'il va falloir surveiller éventuellement si on a la capacité de repartir. Donc si vous avez un petit signal d'achat UT courte, je ne vais pas rentrer en mensuel, en hebdo ou en journalier, on va rester en mensuel. Mais si vous avez un petit signal là, ça peut être une opportunité pour retrouver un nouveau plus haut. Si on casse là, pour le coup, vous aurez une deuxième... Alors ça, c'est pour les traders mi-investisseurs. Et pour les investisseurs, ici, et vous gardez un renfort au cas où. Voilà. Tranquille. Il y a la deuxième zone qui est aux alentours des 55.
Voilà. Ensuite, vous avez du TUI. Alors, que je ne connaissais pas. Voilà, qui est ici. Donc, merci à celui ou celle qui me l'a proposé, parce que pour le coup, je ne connaissais pas. Et je dois dire que ce n'est pas inintéressant du tout, ce qu'on nous a proposé là, les amis, parce que c'est un graphique, voilà, qui est en train, petit à petit, de se reprendre. C'est un graphique qui, voilà, a ici brisé d'abord, toujours par étapes, hein. D'abord, vous avez... pédagogiquement, c'est toujours très intéressant ce genre de graphique parce que vous avez déjà la chute, pop, 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 qui se matérialise avec des rebonds, quand même, etc. Mais cette chute finit généralement, ce qu'on aime bien, par une réduction de volatilité. On casse d'abord, ici la dynamique baissière. Après, généralement, vous avez une période de range. Voilà. Et ensuite, derrière, quand on retourne, on a la tendance qui démarre. Et là, on est potentiellement... sur un début de troisième partie. Donc ensuite, vous zoomez. Et là, c'est intéressant. Donc vous avez eu la cassure de cette zone-là. Et c'est vrai que là, c'est pas mal, puisque vous avez une petite réduction de volatilité. Donc c'est intéressant. Pourquoi pas en mode trading. Un achat éventuellement au-dessus des 9,25 €. Et après, bah, vos stops, hein, ça dépend de votre agressivité, ça dépend, voilà, ce que vous visez, ça dépend comment vous voulez money manager votre position, etc. Si vous visez du court terme et revenir juste aux alentours des 10,50 €, bah, là, il vous faut un stop plus agressif. Si au contraire, vous dites, non, mais moi, je suis long terme, hein, je trouve que c'est une belle valeur, et moi, je vise, par exemple, cette zone-là, ou je vise cette zone-là, là, les plus hauts, par exemple, de 2021, bah, là, du coup, vous pouvez vous permettre d'avoir des stops un petit peu plus larges, tout en ayant conscience qu'il faut aussi que vous réduisez votre taille de position, puisque le stop peut vous coûter potentiellement plus cher, car plus éloigné. D'accord? Donc ça, après, c'est à chacun de se faire son avis. Mais en tout cas, voilà les possibilités, et oui, en effet, on est sur une valeur qui, potentiellement, est en train, au début, on va dire, d'un retournement potentiellement intéressant. Ok? Donc voilà pour TUI. On retourne dans notre cher pays, puisque on va parler de Eiffage. Alors, Eiffage, on en avait parlé justement il y a quelques semaines. Et voilà, on évoquait, comme d'habitude, la résistance, et je vous disais, voilà, c'est pas une opportunité. Et donc, effectivement, on revient. Alors, je dézoome à nouveau. Donc, il y a 3 zones, en réalité, sur Eiffage. Donc, vous avez une première zone qui est ici. Alors, c'est vrai qu'on y est. Voilà, on est sur une première zone. Donc, si vous voulez absolument acheter du Eiffage maintenant, etc., ok, mais de grâce, allez-y tranquillou, parce que la zone, c'est une première zone. C'est une petite opportunité. Voilà, petite opportunité. Jolie opportunité aux alentours des 80, et en revanche, moi j'aimerais beaucoup, voilà, ce qui me plairait beaucoup sur Eiffage, c'est une valeur qui m'intéresse, mais voilà, cette zone-là. Voilà. Idéalement, si on peut avoir un rebond derrière une nouvelle attaque baissière, et si on peut confondre ces deux zones-là, alors là, ça peut être hyper intéressant. Après, on verra s'il y a une grosse crise, etc. Mais voilà, déjà, cette zone-là, pour moi, c'est vraiment la zone idéale entre les 70 et les 80 €. Ok. Vinci, alors, pareil, fait partie des valeurs où on disait, attention, on est, souvenez-vous de ce graphique, on est sur l'autre canal, d'ailleurs on avait tracé ça, on est sur le canal, c'est pas une opportunité d'achat. Ça a mis du temps, ça a mis 4 mois avant de déclencher une attaque. Donc voilà, et puis finalement, vous avez une bougie rouge. Alors c'est pas méchant parce que Vinci, lorsqu'elle baisse de 5%, c'est le bout du monde. Hein. Mais elle a quand même baissé de 12%, ce qui est plutôt pas mal quand même pour Vinci. Donc éventuellement, belle zone d'achat, première zone d'achat, pas belle. Première zone d'achat sympathique aux alentours des 100 €. Et surtout, moi, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est le bas de canal. Donc si on revient là également... Voilà, aux alentours des... Alors on verra selon la puissance de l'attaque, ça peut être aussi quelque chose, encore une fois, hein, de beaucoup plus lent, mais globalement, c'est à proximité de ce support oblique-là. Donc on va la suivre, et si on s'approche de ce support oblique-là, à ce moment-là, je vous le dirai. Nexity, qui a souffert cette semaine. Beaucoup souffert. Moi, ça fait partie des valeurs sur lesquelles j'ai tenté des rebonds, mais ça n'a rien voulu savoir. Nexity, on en est là. Et mon scénario d'il y a bien longtemps déjà, où je vous parle de cette zone-là. Pour ceux qui suivent les vidéos depuis longtemps, je vous parle de cette zone d'octobre 2008 pour Nexity. Me semble de plus en plus plausible. Donc on parle des 5,30 €. Ben, je pense que c'est possible.
Voilà, c'est possible. Donc attention, notamment, on commencera éventuellement à faire gaffe, notamment à la cassure des 7,25 €. Donc attention, on revient sur un support, voilà, de court terme. Après, on peut toujours zoomer pour voir des rebonds, etc. Voilà, on peut toujours se dire, là, il y a une zone de support, etc. Mais attention quand même là-dessus, parce que pour moi, voilà, on s'ouvre petit à petit la voie, notamment de cette zone-là. Donc ouais, voilà, 6,50 €, on verra. Donc, attention à Nexity, on peut avoir malheureusement une mauvaise surprise. Par contre, là, si on vient là, alors là, moi, croyez-moi, je vais guetter un signal de retournement parce que ça m'intéresse. Ensuite, vous avez du SPI. Alors, SPI, on en a également parlé il y a quelques temps, notamment pour le signal d'achat qui m'avait été proposé. Voilà, c'était ici, souvenez-vous. Là, pour le coup, ça avait bien marché, hein, puisque on avait gagné jusqu'à 6,75 € en 3-4 bouilles, donc ça avait été un bon signal. Mais c'est ce qu'on disait aussi, c'était du trading, parce que en investissement, on disait que, en effet, c'était pas une opportunité. L'opportunité, c'est toujours la même, à proximité donc du support oblique. C'est très propre. 1, 2, 3, 4. On attend la 5e touchette. Pourquoi pas, si idéalement ça correspond au plus haut là, ben là c'est top. Mais éventuellement, voilà. Donc, toujours pareil, bien faire le distinguo. C'est ce que la majorité, notamment des jeunes investisseurs, ont du mal à faire. Toujours faire le distinguo entre investissement et trading. On a le droit de se dire SPI pour le long terme, je la rentre pas, je n'achète pas, c'est trop cher. Mais par contre, à court terme, je joue une cassure avec une congestion, je prends une partie des bénéfices, je mets stop 0 et je joue un décalage. Deux choses différentes. Là aussi, où, encore une fois, il faut avoir la capacité de bien faire le distinguo. Capital B, ce qui est l'ancien blockchain group. Donc, toujours la même analyse sur Capital B. Voilà. On a effectivement, on l'a dit la semaine dernière, une réduction de volatilité. On a un momentum baissier qui semble ralentir un petit peu. Mais là aussi, je vous ai montré sur les réseaux sociaux la moyenne. On me dit souvent pourquoi la moyenne mobile à 10 jours. Ben, mettez-la, vous allez voir qu'il y a beaucoup de graphiques qui réagissent très bien. Et Capital B, bah là, pour le coup, c'est quasiment parfait. C'est au millimètre, hein, au millimètre, franchement. Pour le coup, l'analyse, moi je dis souvent que l'analyse technique n'est pas si précise que ça, mais là, pour le coup, il faut bien avouer que l'analyse technique est très précise et que la moyenne mobile à 10 jours capte parfaitement les prix. Alors, ça, c'est bien, hein, ça veut dire que potentiellement, une fois qu'on aura une cassure de la moyenne mobile, et pourquoi pas une clôture au-dessus, on aura potentiellement la capacité de tenter quelque chose. Ça, c'est le point positif. Le deuxième point positif, c'est que là, quand même, depuis 4-5 séances, on a une petite stabilisation des cours, mais rien n'est fait. Éventuellement, au-dessus des 1,91 €, on aura un signal d'achat. Le stop sera très court. Faites attention parce que, évidemment, ce n'est pas les meilleurs fondamentaux, loin de là, mais éventuellement, pour du trading, on peut tout faire hein, pour du trading. Hein. Voilà. Mais il faut avoir le signal et surtout, il faut avoir un signal dans lequel on va pouvoir mettre en place une stratégie où vous allez couper court si ça se passe extrêmement mal. Ok ? J2 Pit, ah bon ben voilà, lundi matin, alors pourtant on avait bien commencé lundi matin, très belle satisfaction. En plus je vous avais parlé la semaine dernière, et la semaine d'avant, je ne sais plus. En tout cas, la semaine d'avant, je crois. Très heureux pour le coup, parce que c'est une trade qu'on avait partagé sur MTT. On avait pris l'achat au-dessus, je crois, par là, au-dessus des 26. Quelque chose comme ça. Et derrière, voilà, donc derrière, hein, c'est effectivement plus de 20% de gain. Donc on est très content. Alors beaucoup m'ont demandé en privé qu'est-ce que je faisais de cette position-là. Ben, je vous dis ce que j'ai dit à MTT. On a vendu le matin même, hein, ou le soir même pour ceux qui bossaient. Mais voilà, mon OPA, je cherche même pas à comprendre. Je vends. Alors oui, ça peut être rehaussé le prix, ouais, pas que ça à faire. Donc moi, je sors, je prends le cash et éventuellement je le réattribue ailleurs. Voilà. Donc c'est ce que je fais maintenant dans les OPA. On ne prend plus la tête, ça sert à rien d'avoir son cerveau occupé. Donc voilà, bon, ils ont payé tout simplement les plus hauts, hein, grosso modo de 2022. Bon, voilà, après, chacun en tirera ses conclusions, mais en tout cas, voilà, très heureux. Première OPA de l'année, pour moi en tout cas, donc c'était, et pour MTT, en tout cas pour les trades que j'ai partagés avec MTT, donc pour le coup, très heureux, et ça fait plaisir de temps en temps d'avoir un petit OPA. Rémi Cointreau.
Alors, il y a du positif, mais pas que. Sur Rémi Cointreau, pour moi, donc effectivement, on est toujours dans la figure en fait. Donc on a fait une petite mèche, le sabre Star Wars là ici, il est encore plus visible sur Pernod Ricard, vous verrez tout à l'heure. Donc ce qui est bien, c'est qu'on tient quand même globalement la figure. On a un double top ici. Donc pour moi, hein, voilà, on pourra commencer à se dire que on sera dans du beaucoup mieux sur du moyen terme sur Rémi Cointreau lorsqu'on dépassera les 57,15. Donc pour moi, je pense qu'on est encore dans la figure. Voilà, tant qu'on est dans la figure, c'est très bien. On casse par le haut, c'est super. On passe en revanche sur les 50 euros. Là, on sera certainement en danger. Et au même titre que LVMH, Kering, Christian Dior, ST Microélectronique, etc. Pour le moment, on n'a pas retourné la tendance. On est pour moi dans la phase du gros pattern. Voilà. On est dans la phase du gros pattern. On a la moyenne mobile ici à 200 jours qui est en train de se redresser. Et c'est uniquement après la cassure de ce gros truc là qu'on va arriver à déterminer si oui ou non potentiellement on a retourné tendance. Pour moi, on a fait du rebond technique, du beau, hein, puisque entre les plus bas et les plus hauts, c'est plus 50%, 58%. Ça paraît énorme, mais sauf que lorsque on regarde ici, le graphique long terme, ben voilà, il n'y a pas forcément, voilà, on a cette zone de support, etc., mais il n'y a pas forcément un immense rebond. Voilà, le rebond paraît presque invisible en mensuel. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre du recul. Sur Pernod, le graphique n'est pas tout à fait le même, mais quand même, il y a des similitudes, puisque voilà, on est sur un graphique qui lui aussi a bien rebondi, hein, mais lorsqu'on regarde le graphique en mensuel, au prorata, c'est pas grand chose. Donc Pernod a repris 30%, mais lorsqu'on regarde au prorata mensuel, c'est pas grand chose. On a le sabre du Jedi, le sabre du Jedi là, incroyable hein, quand même cette mèche. Voilà, le sabre du Jedi qui est là. Bon, voilà. Ça veut pas dire grand chose, une bougie toute seule ne veut pas dire grand chose pour moi. Hein, voilà, je suis pas. Mais bah, il va falloir un petit peu de temps. Probablement qu'on est en train là aussi de dessiner le pattern avec là aussi la moyenne mobile à 200 jours qui va venir s'aplatir, qui va venir, je l'espère, se redresser. Et nous, ce qu'on veut, c'est voilà, quelque chose comme ça. Et là, à partir d'ici, on aura la cassure qui nous fera dire, paf, peut-être qu'on entame effectivement le retournement. Ça, c'est du rebond technique. Voilà, il y a des choses à faire. Voilà, on en a parlé. Il y avait notamment le pullback avec la réduction de volatilité. Là aussi, il y avait la congestion. Voilà, il y avait des choses à faire. Mais ne pas omettre que ce n'est à ce stade que du rebond. On attend le pattern, le gros pattern intermédiaire qui, lui, nous fera éventuellement changer d'avis. Étape par étape. Souvent, on veut aller plus vite que la musique et en général, ça nous est fatal. Ensuite, vous avez du Interparfum. Interparfum qui est en retard, qui a du mal. Alors elle, pour le coup, elle a du mal. Donc on est toujours sur la zone de long terme. Voilà, on y est. Hein. Donc pour moi, achat long terme, oui. Encore une fois, de manière mesurée, car on peut avoir derrière, si le marché baisse, on peut avoir une deuxième zone intéressante. Mais oui, on est sur une première zone qui peut se regarder. Donc c'est pas cadeau, hein, malgré tout. Je crois que c'est un PER de 20 ou de 22 ou 23, je sais plus. Donc c'est pas non plus cadeau, mais oui, la valorisation quand même a un petit peu baissé. Elle a plutôt bien résisté d'ailleurs cette semaine aussi. Moins bien que le luxe, mais elle a quand même plutôt bien résisté. Donc voilà pour Interparfum. Et Silor, voilà, c'est un peu pareil. Hein. Silor, bon, pour moi, on entame là aussi. Voilà, on n'est pas sur une zone d'opportunité, ça c'est sûr, et on entame, voilà, ce qu'on avait dessiné il y a quelques temps, hein, on entame, je pense, une structure un petit peu plus large, un petit peu plus longue, donc plutôt de l'achat sur le bas de la figure et faire attention sur le haut. Donc, est-ce que c'est une opportunité pour moi? La réponse c'est non, ça n'enlève rien, bien sûr, à la qualité de l'entreprise. Et Barco, alors Barco par contre c'est un graphique intéressant, pour encore une fois nos amis belges, moi j'aime bien les valeurs belges, etc. Donc voilà, ce qui est intéressant sur Barco, c'est qu'on est revenu ici sur une grosse zone qui avait fait une zone de friction, hein, résistance, 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 zone de friction, on s'est appuyé, donc on revient faire le pullback, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on a effectivement la congestion qui est en train de se matérialiser avec ici voilà, cette zone-là. Après, évidemment, la saisonnalité n'est pas top, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt pas mal. On a comblé le gap d'ailleurs ici. Donc
c'est pas mal. C'est pas mal, ça se surveille. C'est pas la plus catastrophique. En tout cas, elle a bien tenu cette semaine aussi. Et pour le coup, c'est plutôt intéressant. On file aux États-Unis avec Intel. Alors, le graphe est compliqué hein, sur Intel. Même s'il y a la participation du gouvernement américain, ça, le graphe est compliqué. Donc, on est potentiellement sur une zone de support intermédiaire. Le gros, il est là. Une grosse congestion, mais c'est pas simple. Elle est quand même, voilà, elle est quand même difficile. Pour ceux qui veulent vraiment tenter quelque chose, on a éventuellement ici un pattern qui se dessine. Donc, voilà, au-dessus, en mode trading. Voilà, après vous mettez le stop où vous voulez, c'est à vous de voir, mais voilà, éventuellement au-dessus des 25,14$ pour tenter le break ici des 26 et éventuellement revenir aux alentours des 27,5$. Il y a un gap ici à les combler, il y en a un deuxième de mémoire qui est là, il y en a même un troisième qui est par là, donc voilà, après il y a des objectifs qui peuvent être intéressants. Vous avez du Nike également qui a fortement rebondi. On avait parlé de cette zone mensuelle il y a bien longtemps déjà, derrière on a fait un beau rebond. Donc c'est plus de 40% de rebond. Maintenant, on revient aussi sur un niveau de résistance, mais qui n'est pas vendu à ce stade. Voilà, on a un gros niveau de résistance, mais qui n'est pas vendu. Au contraire, on a même ici une congestion qui est en train de se mettre en place. Donc ça se surveille en cas de break des 80$. Pourquoi pas. Vous avez toujours notre petit Novo qui a bien résisté, hein, qui poursuit sa hausse. Alors rien n'est fait, hein, mais voilà, les zones d'accumulation, vous les avez eues. Il y avait une première zone qui était par là. Si on y retourne, pour ceux qui ont loupé, ça peut être pas mal. Et ensuite, vous avez sous les 27€ et sous les 14. Donc voilà, je vous renvoie aux vidéos précédentes. Il y en a beaucoup d'ailleurs hein, qui me proposent des valeurs, mais souvent, voilà, pensez à revenir sous les vidéos précédentes dans la description. Je vous mets toujours le détail des valeurs. Hein. Alors, vous l'avez bien sûr en début de vidéo, mais sinon, vous avez le détail des valeurs qui sont inscrites dans les descriptions. Donc, vous reprenez les 2, 3... Ne remontez pas avant parce que, bon, si ça date d'il y a plus de 2 mois, potentiellement, les analyses sont peut-être moins justes et ont évolué surtout. Mais en tout cas, voilà, quand vous cherchez une valeur, quand vous demandez une valeur, n'hésitez pas à regarder les 2-3 vidéos précédentes pour voir si elles n'y étaient pas déjà. Il y en a qui me demandent des valeurs toutes les semaines. Et en fait, c'est tout le temps des valeurs que j'ai analysées précédemment. Alors, des fois, on fait le suivi, bien sûr, mais j'essaye de tourner pour que tout le monde soit content, même si, évidemment, je fais toujours des déçus. Toutes les semaines, je fais des déçus. Je le sais, je m'en excuse, mais voilà, je peux pas faire 200 valeurs toutes les semaines. J'en ai ajouté beaucoup, hein, vous avez pu le constater, mais ça suffit pas pour satisfaire tout le monde, évidemment. On fera un live public, d'ailleurs, probablement avec Michael Landreau, au mois de septembre, où vous pourrez venir nous proposer vos valeurs. Ensuite, vous avez du Palantir, que vous connaissez tous, qui a corrigé, mais c'est pas encore mort, donc voilà, lorsqu'on regarde le graphique mensuel, cette bougie-là, elle n'est pas non plus catastrophique, mais oui, effectivement, le niveau de valorisation est élevé, oui, pour moi, on est revenu quand même sur un haut de canal, etc., donc il faut faire gaffe. Bon, voilà, maintenant... c'est pas mort encore, c'est pas une opportunité d'achat pour moi. Opportunité d'achat en revanche si on revient un petit peu plus bas, voilà, notamment sur le bas de canal, comme d'hab, voilà, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire, sans se prendre la tête. Voilà, donc on verra, ça peut correspondre plus ou moins à ces plus hauts là. Donc on verra. Est-ce que c'est une opportunité d'achat là? Je crois pas. Après en trading, voilà, ceux qui veulent absolument tenter quelque chose, vous avez une petite congestion là qui est en train de s'opérer, donc peut-être que effectivement une cassure ici des 162$ et des bananes avec un stop agressif hein, sous les 149 pour aller rechercher le top peut être potentiellement une stratégie. Ensuite, vous avez donc on part en Chine avec du Baidu. Donc Baidu, je vous les mets les graphiques en mensuel parce qu'ils sont intéressants, les graphiques en mensuel. Ou en hebdo peut-être. Ouais, en hebdo, c'est encore plus intéressant sur Baidu. Donc graphique très intéressant, il faut le suivre hein, de près Baidu. Notamment en cas de break ici. Voilà. Si on passe les 95,15$, on peut avoir un vrai beau signal d'achat. Hein, okay, donc à suivre de près Baidu, qui est très en retard, alors c'est pas la plus quali, hein, mais elle est très en retard, et au-dessus des 95,15$, vous pouvez avoir un petit peu de spéculation pour revenir aux alentours des 115, et plus après, éventuellement, si affinité. Bon, Baba, vous la connaissez, hein, on la suit depuis tellement longtemps, moi je trouve que le graphique est toujours pas mal, mais il est toujours en congestion.
Donc voilà, en mensuel, ça suffit largement. Toujours graphique en congestion. Donc vous avez un plus haut mensuel qui est là. On peut considérer que si on repasse au-dessus des 128 $, on peut avoir un signal d'achat. Hop! On peut avoir un signal d'achat sur Alibaba. C'est pas mal du tout, hein. Vraiment pas mal du tout, la congestion qu'est en train de faire Alibaba. Donc ça se surveille de près. De toute façon, toutes les actions chinoises se surveillent de très très près, mais ça, vous le savez, je vous le dis depuis longtemps déjà. Donc il n'y a pas véritablement de surprise. Et ensuite, vous avez PDD qui, elle, pour le coup, voilà, on avait proposé dans la vidéo, je crois, de Hibou, avec Marie, que j'embrasse d'ailleurs, au-dessus des 109 $. Et derrière, elle a bien déclenché, donc 22%. Et là, il y a une nouvelle résistance d'ailleurs, ici. Voilà, on a fait le double top quasiment parfait. Donc là, en cas de dépassement donc des 134 $, vous pouvez avoir de nouveau un beau signal pour aller rechercher la zone des 155, 164 et éventuellement les plus hauts. Pour moi, c'est du graphique bullish, ça. Hein. Pour moi, c'est du graphique bullish. Alors, on peut tracer, hein, si on veut, voilà, on peut toujours tracer d'autres obliques, etc. Mais toujours est-il que bah, c'est un graphique qui est haussier. Regardez la moyenne mobile qui était baissière et là, elle repasse haussière. On est au-dessus. Donc, voilà, on le voit. Quand il y a des signaux d'achat mensuels, derrière, vous pouvez avoir des trends fabuleux. Là, ici, c'était une hausse de 818%. Là, ici, c'était une hausse de 190%. Alors, je dis pas qu'on va avoir une hausse de 200%, hein, mais voilà, c'est quand même, en tout cas, ça va dans le bon sens. Et je préfère avoir la moyenne mobile mensuelle avec moi plutôt que contre moi. Ensuite, on a les titres à suivre. Donc, 7 titres à suivre. D'abord, des titres un peu tranquilles. Et vous aurez deux graphiques qui sont en revanche plus... un petit peu plus nerveux, on va dire. Hein. Donc, on est en France avec OP Mobility. Donc voilà, graphique intéressant. On est arrivé à repasser au-dessus de cette zone de résistance. Donc c'est un titre à suivre. Et éventuellement, donc on en avait parlé il y a quelques vidéos sur le repli, voilà, sur le pullback ici qu'il y a eu. Derrière, on relance. Donc éventuellement, voilà, si on a d'autres opportunités, ça peut se tenter. D'ailleurs, certains y verront ici le faux breakout. Pourquoi pas, notamment au-dessus des 14 € grosso modo. Et après, encore une fois, à vous de voir au niveau des stops. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, hop, je me mets en mensuel pour que vous compreniez mieux pourquoi c'est des valeurs qui m'intéressent. Je peux même laisser la moyenne mobile, il n'y a pas de problème. Vous avez du ScienceCo. ScienceCo, donc encore une fois pour mes amis belges, avec, hop, vous voyez le graphique mensuel là, le retournement ici de la moyenne mobile, ça c'est des choses que je kiffe. Voilà, donc on est revenu quasiment comme le gap. Il reste un tout petit bout de gap d'ailleurs, voilà. Donc ça se suit, on en avait parlé il y a quelques temps dans cette congestion-là, au-dessus également des 71 €. Vous voyez ici, il y avait une très très belle zone de résistance. Donc voilà, c'est pas pour acheter lundi matin, hein. Mais si vous avez à un moment donné une petite structure en formation, bah, pourquoi pas. Donc je vous la mets, vous pouvez la mettre en watchlist. Donc il y a quand même un potentiel qui est intéressant. On voit le retournement de la moyenne mobile qui est en train de s'aplatir. Donc voilà, l'hypothèse de travail, hein, comme d'habitude, c'est celle-ci. Après, ça peut casser par le bas, etc. Vous connaissez tout le narratif, mais en tout cas, c'est à suivre. D'où le titre, des titres à suivre. Basic Fit, intéressante, là aussi. Voilà, là aussi, regardez. Bon, c'est assez clair, hein, si vous avez l'habitude des vidéos hebdo. Donc on a breaké ici, plus ou moins bien tracé, voilà. On a breaké, on fait la congestion. Normalement, on va finir en inside bar mensuel. Donc, cette bougie mensuelle devrait finir à l'intérieur de celle-ci, qui dénote une réduction de volatilité. Et donc, là aussi, éventuellement, à suivre. Donc, il y avait une belle réduction de volatilité là. Voilà, qui était canon. Mais je pense qu'on est plus sur un pattern beaucoup plus long qu'il va falloir suivre. Retournement là aussi la moyenne mobile. Donc voilà, là aussi peut-être qu'il y aura un truc à suivre pour plus tard. Ok, donc titre à suivre également. Ensuite vous avez du Signify, ça fait un moment que j'en parle celle-ci. Voilà, là aussi on est sur une grosse zone de support qui a été un petit peu enfoncée ici, un petit peu enfoncée là, mais on est quand même là. Donc elle est un petit peu plus en retard que ses copines. Mais éventuellement, en mensuel, au-dessus des 23,78, on peut avoir quelque chose d'intéressant. Donc là aussi, rien n'est fait. Hein, rien n'est fait. C'est plutôt à suivre, encore une fois, pour les prochaines semaines.
Voilà, si on a quelque chose d'intéressant qui vient se dessiner pour éventuellement breaker. Ensuite, vous avez, tiens, pour nos amis portugais, vous avez de l'EVP Renault Vavais avec une grosse zone ici de support qui a été touchée. Ancienne résistance, 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 support, support. Donc on a relancé, on break la moyenne mobile à 10 mois. J'espère qu'elle va là aussi se redresser, mais c'est pas fait, donc il est encore tôt, on va dire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on zoome effectivement en unité de temps journalière, vous pouvez avoir effectivement là aussi la moyenne mobile qui se redresse. Donc c'est ce qu'on va surveiller. On a une sorte de range qui est en train de se former, on verra là aussi, je sais pas, c'est très tôt. Mais on peut avoir voilà, une espèce de range, une tasse avec et si on a une réduction de volatilité, on peut éventuellement relancer. Et ensuite, on a deux titres. Spéculatifs, puisque l'on a Galapagos, que vous connaissez, ça fait un petit moment que je vous en parle, de Galapagos, puisque là aussi, on a un redressement de la moyenne mobile mensuelle, donc ça c'est toujours quelque chose que j'adore. Qui marche pas à tous les coups, vous le savez, de toute façon, il n'y a rien qui marche à tous les coups, je vous le dis suffisamment, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, surtout pas, tout le contraire. Mais, hop, on a la petite congestion, donc là aussi, à suivre, notamment au-dessus des 28,60 €. Voilà, encore une fois, biotech, spéculatif, etc. Donc faites attention à la taille des positions, et vous avez également, alors là c'est une DOB, Clea Holding, donc c'est l'ancien Visiomed. Donc là, voilà, il suffit de voir le graphique pour voir un petit peu la catastrophe. Mais, une fois qu'on a dit ça, petit redressement de la M10, petit break ici des 21 centimes, de 0,21 centimes, non, des 21 centimes. Voilà, en hebdo, ça va suffire. Voilà, on a une belle réduction de volatilité là. Et un break, je zoome encore en unité de temps journalière. Donc voilà, on a breaké. Voilà, pour les plus spéculateurs d'entre vous, s'il y a une petite réduction de volatilité. Attention, attention. Parce que les dirigeants sont des margoulins, etc. Bref, donc attention à la taille de position. Mais voilà, c'est pour les spéculateurs, ceux qui aiment bien se faire un petit peu peur, à condition, toujours la même chose, d'avoir bien évidemment une taille de position adaptée. On termine par, bien entendu, le screener Trend Following, qui est ici, donc screener que vous pouvez retrouver, comme d'habitude, bien sûr, dans l'espace membre. Vous pouvez retrouver le code, vous pouvez même modifier. J'ai vu que certains avaient appliqué quelques petites modifications du code pour leurs petits critères perso, bien sûr, hein, c'est ouvert. Donc vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Voilà les amis, comme d'habitude, merci beaucoup pour vos encouragements, merci beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça permet bien sûr eh bien de me motiver d'être là tous les vendredis, même quand ça baisse. Voilà, il y a beaucoup de gens qui disparaissent quand ça baisse. Moi, je préfère être là. Je trouve que j'apporte plus de choses quand ça baisse. Donc voilà, merci beaucoup pour ça. Je vous embrasse. Je vous souhaite évidemment un très bon week-end et on se retrouve avec grand plaisir vendredi de la semaine prochaine. À plus, ciao.